Madame Cécile Untermaier, pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée, Madame Untermaier, de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Sylvain, mes chers collègues, en introduction, je tiens à féliciter le rapporteur pour la qualité de sa proposition de loi et la méthode de travail utilisée associant tous les acteurs. Il nous faut aller vers la meilleure protection de l'intérêt général et cela passe par la protection de l'engagement risqué de nos concitoyens. Nous en sommes encore loin si on regarde le sort des lanceurs d'alerte de par le monde. Comment ne pas penser aux actions vaines pour que l'asile politique soit accordé à Julian Assange? La position du Sénat au départ de la CMP était inacceptable. Les dispositions exprimaient un recul par rapport aux droits existants en France et en particulier la loi Sapin II et donc des mesures illégales au regard de la clause de non-régression que comporte la directive. 2 points développés devant vous. Le premier point, c'est que la PPL a réussi le difficile équilibre entre, d'une part, conserver le champ large de la loi Sapin II de 2016, transposer les avancées de la directive européenne et, d'autre part, protéger les lanceurs d'alerte, sauvegarder les secrets protégés et les intérêts des personnes mises en cause. L'avancée majeure de ce texte réside dans la suppression de la hiérarchie des canaux de signalement, interne, externe, puis divulgation publique. La possibilité est désormais offerte de saisir directement le canal externe, c'est-à-dire la justice, le défenseur des droits, les ordres professionnels ou les autorités administratives. Et sur la divulgation publique, qui sera permise en dernier recours si aucune réponse n'a été apportée par le canal externe, nous attendons que le décret précise un délai aussi bref que possible et en toute hypothèse inférieur à 6 mois. Nous saluons en premier lieu le retour à une définition plus englobante et donc protectrice des lanceurs d'alerte. En deuxième lieu, la protection des facilitateurs, personnes morales ayant aidé les lanceurs d'alerte. Et enfin, la solution trouvée d'une prise en charge des frais de justice pour la défense du lanceur d'alerte, financée par une provision à la charge de l'attaquant prononcée par le juge. C'est un élément important, nous semble-t-il. Le deuxième point de mon intervention porte sur le travail de protection des lanceurs d'alerte en disant qu'il est loin d'être fini. Nous savons tous le prix à payer pour ceux qui osent dire la vérité dans l'intérêt général. Une amélioration de la protection passera par plus de soutien psychologique et financier, avec la création d'un fonds ad hoc. Nous savons que l'article 9 est quasi inopérant et que les autorités externes compétentes sont incapables de mettre en place un tel dispositif. La marge que nous devrons franchir sera celle de permettre aux lanceurs d'alerte de disparaître au profit d'une personne morale qui peut avoir cette vocation de lutter contre la corruption ou de défendre l'intérêt général. Celle-ci dispose souvent des ressources nécessaires et reste moins exposée que le lanceur d'alerte. Enfin, il nous faut favoriser le déploiement des canaux internes, notamment dans les administrations quasi absents dans le service public. Ceci participe de la culture déontologique dont nous voulons la diffusion. Nous pouvons regretter l'analyse consistant à considérer que le recours libre à un canal externe incitera les administrations ou les entreprises publiques à se doter d'un réseau interne. Ce seul pari sur l'incitation traduit peut-être un manque d'affirmation politique de la lutte contre la corruption et l'atteinte à l'intérêt général. Le service public, dans son acception la plus large, doit refléter par ses engagements cette recherche d'exigence et d'exemplarité à laquelle nous tenons. Enfin, si la loi organique prévoit la création d'un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte, et nous en sommes tout à fait partisans, encore faut-il que les moyens financiers soient au rendez-vous de ce nouveau droit. En conclusion, je dirais que les lanceurs d'alerte ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'état de droit, mais une composante de ce dernier. L'alerte ne se substitue pas aux dispositifs de contrôle adaptés qui doivent être mis en place par la puissance publique. Les dernières révélations sur la gestion dramatique de certains EHPAD poursuivent l'objectif de l'intérêt général. Et si l'État répond en diligentant des enquêtes, il ne remplit pas pour autant son office, il ne met pas en place un dispositif de contrôle de nature à prévenir les graves manquements dénoncés. La protection des lanceurs d'alerte s'inscrit dans le développement vertueux d'une culture déontologique dont nous devons tous, à tout niveau, nous emparer. Sans surprise, nous voterons ce texte. Nous ne redoutons pas, vous le voyez, de soutenir les textes positifs de notre Assemblée et c'est avec, sans hésitation, que nous voterons donc ce texte. Je vous remercie.
Merci à vous, Madame Untermaier. La parole pour le groupe Agir